Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre podcast Trends Bourse. Nous revenons cette semaine, c'est incontournable, sur les chiffres d'inflation et l'impact des politiques monétaires. Nous parlerons de la douche froide subie par Colruyt, mais également on parlera d'électricité, producteurs, mais surtout transporteurs. Voilà pour le programme du jour. Nous débarrons sans plus attendre. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors la Banque Centrale Européenne a donc décidé de baisser ses taux. Mais ce qui peut paraître comme une bonne nouvelle a été largement finalement atténué par un discours peu enthousiaste. Mais oui, effectivement, moins 0,25%, c'est vraiment no news, comme on dit. Tout le monde s'y attendait, c'était dans les cours. À la limite, les journaux étaient déjà imprimés, si je peux ainsi m'exprimer. Mais ce qu'a raconté la BCE et Mme Lagarde autour de ça, par contre, là, c'était en partie inattendu et ça n'allait pas tout à fait dans le même sens. Bon, D'abord, sur un plan strictement formel et chiffré, la BCE a relevé ses attentes d'inflation de 0,2%, aussi bien pour cette année-ci à 2,5% que pour l'année prochaine à 2,2%. Une banque centrale qui dit nous attendons à ce que l'inflation soit plus élevée que prévu, on a compris que c'était pas très positif et du coup on se dit effectivement il n'est pas certain que la banque centrale diminue encore ses taux très prochainement, voire même dans les mois qui viennent, grosse incertitude. Et ça s'est reflété dans les taux du marché, les taux obligataires, donc les taux à long terme. En fait, ils ont vachement rebondi ces derniers temps et ce n'est pas la réunion de la BCE qui a calmé le jeu. Au contraire, un exemple belge, restons chez nous, on a vu le lot à 10 ans de l'État belge flamber à 3,28% en milieu de semaine, alors qu'on vient d'un plancher très éphémère, il est vrai, de 2,5 en janvier. Donc, il n'y a pas du tout de détente sur les taux parce qu'il n'y a toujours pas de détente fondamentale sur l'inflation. L'inflation qui en Europe est due largement au salaire. On était à plus 4,1% sur un an. Là, on vient de passer à plus 4,7% sur un an. Dérapage des salaires. Tant mieux pour les salariés, mais c'est pas bon pour le marché et pour les investisseurs. Par contre, au niveau du pétrole, qui est souvent un facteur inflationniste, on a remarqué quand même là une certaine détente. Quand l'OPEP, au tout début du mois, a décidé que la réduction de production serait prolongée de quelques mois, il s'agit bien sûr de soutenir les cours en réduisant la production. Et on n'a pas constaté de réaction, pas de hausse du cours du baril. Au contraire, il avait même baissé un petit peu. Il était revenu de 80 à 77 $ le baril de Brent le surlendemain. Donc, pas d'effet inflationniste. Au contraire, de ce côté-là, ça va. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Alors, on a en Europe donc une BCE qui baisse ses taux, mais qui est sceptique sur l'inflation et sur ses prévisions. Et de l'autre côté, outre-Atlantique, on a une inflation en baisse, mais un Jérôme Powell qui a un discours un peu plus, finalement, sceptique aussi, et en tout cas, pas de baisse des taux, là. Mais non, absolument. Ici aussi, remarquons au passage que l'inflation est due au salaire, mais par contre, cette inflation des salaires est plutôt en diminution. Ils sont à 4,1 maintenant, ce que nous étions le mois dernier, mais ce mois-ci, ça a dérapé, comme j'ai dit. L'inflation globale, ce n'est pas celle que suit de près la fête, est revenue à 3,3 contre 3,4, donc ça va. C'était remonté, ça rebaisse. Bon, tout ça, c'est vraiment du pinaillage, si je puis ainsi m'exprimer. Ça n'est pas très significatif. Il n'est pas très, très significatif non plus que les prix à la production ont baissé de 0,2% en mai. A priori, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire moins d'inflation. Sauf que les prix à la production sont très, très volatiles et qu'une évolution d'un mois à l'autre, ça n'a pas grande signification. Et au contraire, dans le côté un peu négatif, information négative, la Fed américaine a, elle aussi, relevé de 0,2% sa prévision d'inflation. Et elle a clairement dit, elle n'a pas laissé entendre, elle a clairement signalé qu'il n'y aurait qu'une baisse de taux de base cette année, et beaucoup craignent que ce ne soit qu'en décembre. Donc le paysage des taux d'intérêt et de l'inflation ne s'est pas vraiment éclairci récemment. Alors revenons chez nous avec, il faut quand même en parler, la douche froide qu'a subie Colruyt et son cours.
Mais c'est vrai que lorsque Colruyt a annoncé ses résultats, on a vu le cours non pas flancher, mais s'effondrer. 47 euros revenant à 40, ça s'appelle un crash. C'était à l'ouverture du marché, il n'en est resté qu'un bon tiers à la clôture. Et pourquoi cela? Mais c'est une belle illustration, si l'on peut ainsi s'exprimer, une triste illustration plutôt du fait que l'annonce d'excellents résultats passe tout à fait inaperçue si les prévisions annoncées en même temps sont moroses, et ce fut le cas. Revenons quand même en 2 mots sur ces résultats. Chiffre d'affaires plus 9%. Bon, c'est pas mal dans un secteur dont la croissance n'est pas phénoménale, et c'est un euphémisme. Le cash flow d'exploitation, la mesure la meilleure, la plus fidèle de l'évolution des affaires, plus 32%, c'est pas mal du tout. Le bénéfice, c'est plus 67%. Bénéfice par action récurrent, hors éléments exceptionnels, parce qu'il y en a eu beaucoup, plus 80%. Donc l'exercice 23-24, clôturé à fin mars, ce qui n'est indiqué à peu près nulle part d'ailleurs. Donc je le signale d'autant plus volontiers pour ceux qui voudraient le savoir. Exercice donc brillant, mais alors, la direction s'est fendue de commentaires, comme vous l'avez dit, pas vraiment folichon. Le marché reste compétitif, l'avenir reste incertain, on observe une pression importante sur les prix, sur les promotions. On sait que Colruyt, à quelques exceptions près, n'est pas du tout partisan des promotions 1+1, contrairement à Delhaize et Carrefour, pour les nommer. Donc là, visiblement, ça lui pèse un petit peu. Et cet environnement persistera. Donc, nous espérons, c'est toujours la direction de Colruyt qui parle, réitérer en 24-25 les résultats de 23-24. Ça veut dire, même chose, c'était très bon, mais enfin, pas de croissance, ça n'est pas une très bonne nouvelle, surtout qu'on n'en est pas certain, parce qu'on estime que le marché est trop compétitif. D'où cette douche froide sur le cours de l'action Colruyt. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport également avec le fait qu'on considère tout de même Colruyt dans la catégorie de la valeur défensive ? Oui, sans doute. Effectivement, la distribution est un secteur très défensif, mais ceci est une illustration aussi du fait que un secteur défensif n'est pas composé que de valeurs défensives, et les actions du secteur de la distribution ne sont pas nécessairement défensives. Colruyt en a donc fait la démonstration la semaine dernière, mais ce n'est pas la première fois. Colruyt, certains s'en souviennent peut-être, a été une action, une valeur de croissance pendant plusieurs lustres, si pas pendant plusieurs décennies, brillante, accompagnée par le holding Sofina d'ailleurs, aux côtés de la famille Colruyt. Et puis, il y a eu un gros accident. Au printemps 2019, tout à coup, la croissance n'a plus été au rendez-vous. On a remis le modèle de Colruyt en cause. L'action a perdu un tiers de sa valeur à peu près en quelques mois. Et 3 ans et demi plus tard, elle avait perdu 70%. Donc, très, très gros accident. Colruyt, après avoir été une valeur défensive, effectivement, et de croissance, est devenue une valeur beaucoup plus volatile. Alors, ça allait mieux ces dernières années, mais enfin, voilà, sur un an, plus 50%, oui, mais sur 5 ans et un peu plus, moins 30%. Donc, un secteur réputé défensif n'est pas composé nécessairement de valeurs défensives. C'est une chose à ne jamais oublier. En gros, Colruyt nous montre encore une fois l'importance de bien décortiquer les chiffres. Mais ça aussi, parce que en fait, il y a eu beaucoup d'éléments exceptionnels. Colruyt a vendu certaines filiales. Donc, si l'on prend les chiffres brut, du bénéfice brut, en tenant compte des éléments exceptionnels, en ne les excluant donc pas, on arrive à un résultat aberrant. Le rapport cours-bénéfice de l'action Colruyt serait de 5,3. 5,3, soyons clairs, si c'est vrai, on se rue dessus, on l'achète tous expressément en express dès demain. Non, c'est pas possible, évidemment. Hors effet unique, pour reprendre les termes de Colruyt dans son communiqué, hors effet unique, on arrive à un chiffre tout à fait différent, qui est très bon, je l'ai dit, mais ça nous donne un rapport cours-bénéfice de 15,7, qui est beaucoup plus normal. Donc attention, avant de calculer un rapport cours-bénéfice et de juger de l'attrait d'une action, bien voir que l'on prend en considération le bénéfice significatif, et pas seulement le bénéfice comptable. Alors tant qu'on est dans le décortiquage de chiffres et l'analyse, prenons un autre exemple. Dans l'autre sens, cette fois, c'est celui de Engie, qui lui annonce une baisse de bénéfices.
Oui, le groupe a annoncé, le groupe énergétique, donc faut-il le rappeler, a annoncé que son bénéfice de l'an dernier, 5,4 milliards, reviendrait à 4 milliards en 2026. Alors, Engie ou NG, comme dirait Mick Jagger, enfin non, la chanson des Rolling Stones, c'est Angie avec un A, hein, contrairement à ce que certains imaginent, c'est pas tout à fait la même chose. Bref, le nucléaire se portera beaucoup moins bien, apportera beaucoup moins de bénéfices. On reviendrait d'1 milliard, voire 1,5 milliard cette année à 200 ou 400 millions en 26, donc forte chute. Et alors, un autre élément le plus important, c'est le fait que le marché est devenu très volatile suite à la crise énergétique. Et donc, on fait de gros bénéfices avec un peu de chance, on peut faire des grosses pertes avec un peu de malchance. Et la filiale Global Energy and Management Sales tire parti de cette volatilité. On attend 3,5 milliards de bénéfices. Ça reviendrait à 1 milliard, 1,5 milliard. Alors, grosse chute aussi, ici aussi, mais ce sont des éléments techniques, on va dire, d'une certaine façon. Ce qui se passera en réalité, c'est que le bénéfice se normalisera. D'ailleurs, le bénéfice d'exploitation est attendu en hausse de 10% par an. C'était le cas des années précédentes. Ce serait le cas encore jusqu'en 2026. Ceci est évidemment beaucoup plus rassurant. Du reste, 4 milliards de bénéfices, on a fait le calcul, en 2026, ça représente 1,64 €. 2026, hein, c'est pas une garantie, évidemment, c'est une prospective. Ça représenterait 1,64 € par action, d'où un rapport cours-bénéfice de 9, ce qui n'est pas trop cher payé. C'est tout à fait justifié pour une entreprise de croissance relativement faible, mais de rendement élevé. Et on va dire, oui, c'est gentil, mais quid du dividende? Un petit mot. Engie ou NG s'est engagé à verser de 65 à 75% de son bénéfice. Ça représenterait un dividende d'un gros euro en 2026, soit un rendement brut de 7%. Ça aussi, c'est plus que correct. NG, un peu comme Solvay d'ailleurs, est une valeur qui a sa place dans un fonds de portefeuille. Alors on notera aussi, Guy, que durant toutes vos analyses des marchés ces derniers jours, vous avez épinglé que finalement ce n'est pas tant les producteurs d'électricité qui tirent leur épingle du jeu, mais bien ceux qui les transportent. Mais oui, c'est un phénomène quand même assez intéressant à relever parce que c'est riche d'enseignements. On sait que ces dernières années, les énergies vertes, la transition énergétique, c'était un peu la catastrophe. En 2022, par exemple, Ørsted, qui est un producteur d'énergie alternative, d'énergie propre, danois, comme son confrère Vestas, fabricant d'éoliennes, l'action Ørsted a chuté de 25%. Un peu plus encore que les bourses. La même année, Exxon, premier pétrolier mondial, a fait plus 80%. Bon, c'est quand même très vexant, évidemment, pour les partisans de la transition énergétique. Mais, vous l'avez dit, il y a un secteur qui a bien tiré son épingle du jeu ces dernières années, c'est le transport d'électricité, pas la production. Pourquoi? En fait, et ça n'a pas été bien compris de tout le monde dès le départ, c'est en train d'être compris maintenant. D'une part, la consommation d'électricité va bondir. Elle va remplacer le pétrole dans les voitures, mais on attend aussi une explosion, et c'est déjà en cours, à cause des centres de données. Ces centres de données qui regroupent des milliards de données, qui sont la base de toutes les connexions informatiques, et ça va encore s'accentuer avec l'intelligence artificielle qui a besoin d'encore plus de données. Donc explosion, enfin forte croissance, disons, de la consommation. Et deuxième élément, à bien comprendre, les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, elle est produite pas du tout là où elle est consommée. L'énergie éolienne provient largement de la mer du Nord et ça continuera à être le cas. Il y a très peu d'industries en mer du Nord. Elles sont toutes dans l'intérieur du pays. Donc il faut transporter cette électricité de la mer du Nord vers les bassins industriels, la Ruhr en Allemagne par exemple. C'est énorme, ça suppose des investissements colossaux. Et donc là, c'est ce secteur-là qui va en profiter. Finalement, quel genre d'entreprise en profite surtout ?
Mais en fait, on pourrait citer Elia en Belgique. On a déjà dit du bien d'Elia en début d'année. Bon, l'action ne décolle pas véritablement. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait urgence pour Elia, mais voilà, il ne faudrait pas la perdre de vue. Elle va sûrement en profiter. Elle en est pour l'instant au stade des investissements à réaliser. Mais dans ce même secteur de l'électricité et en lien avec le transport, il y a Schneider Electric en France. Le cours a triplé en 5 ans déjà. Et on est toujours optimiste. Son compatriote Nexans, fabricant de câbles, x4 en 5 ans. Même chose pour l'entreprise américaine Eaton, qui est, on va dire, aussi active dans l'électricité de manière globale. On ne va pas tout détailler, c'est un peu plus compliqué comme groupe. L'action Eaton a fait plus 70% en un an. Le carnet de commandes de l'entreprise est merveilleux. Donc oui, le transport de l'électricité est sans doute le vrai secteur, un vrai secteur d'avenir. Vous savez, on a beaucoup parlé ces derniers temps, différents propos, des fabricants de pelles et de pioches qui avaient été les vrais vainqueurs de la ruée vers l'or. Beaucoup les fabricants de tentes et de jeans aussi d'ailleurs. Eh bien voilà, l'énergie verte, l'énergie renouvelable, les vrais vainqueurs pour l'instant, ce sont plutôt les transporteurs d'électricité. Et on ne voit pas pourquoi ils seraient les perdants demain. Alors, comme dans chaque fin d'épisode, pour conclure, quel enseignement, Guy, peut-on tirer en tant qu'investisseur ? Mais je reviendrai volontiers sur ce dernier point, à savoir que, on l'a dit déjà pour l'intelligence artificielle aussi, les semi-conducteurs, bien souvent quand on présente un secteur porteur d'avenir, on a tendance à mettre en lumière les entreprises les plus spectaculaires. Et c'est vrai qu'un fabricant de câbles, c'est peut-être un peu moins spectaculaire qu'un fabricant d'éoliennes. C'est vrai que les entreprises qui conçoivent des logiciels ou des machines qui gèrent l'électricité, c'est moins spectaculaire qu'un champ d'éoliennes, encore une fois, ou même que des panneaux voltaïques. Mais il faut creuser un peu plus et pour l'énergie comme pour l'intelligence artificielle, il faut creuser un peu et voir qui en sont les vrais bénéficiaires, les principaux bénéficiaires. Ce ne sont pas toujours les noms auxquels on pense en premier. Ça mérite un coup d'œil, un deuxième et même un troisième coup d'œil. Eh bien, merci beaucoup, Guy. On se retrouve dans 15 jours pour un dernier épisode avant une petite trêve estivale. Nous en profiterons d'ailleurs pour retirer quelques grandes leçons de cette première partie de l'année 2024. Alors, à dans 15 jours, Guy ? À dans 15 jours. Et à dans 15 jours, chers auditeurs. Portez-vous bien d'ici là. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Guy Tradbank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast de cette semaine. Dans ce podcast, nous revenons une fois de plus sur la grande concentration de certaines valeurs dans les indices boursiers américains. En effet, nous avons déjà évoqué le fait que les grandes entreprises technologiques comme Apple, Microsoft, Nvidia représentent une part énorme du poids de l'indice S&P 500 et aussi certainement dans le Nasdaq. Mais si nous nous concentrons sur le S&P 500 et un peu plus largement sur le MSCI World, où certaines actions américaines et plus particulièrement les actions technologiques ont un poids important, on ne peut que constater que ces dernières années, cette concentration de grandes entreprises technologiques n'a fait que s'accroître. Alors pour l'investisseur en tracker, c'est plutôt une très bonne chose, car des études montrent que les périodes où la concentration dans le S&P 500 ou dans le marché boursier américain augmente, autrement dit, lorsque de grandes entreprises prennent de plus en plus de poids dans le S&P 500, eh bien ce sont aussi des périodes où cet indice performe particulièrement bien. C'était le cas, par exemple, à la fin des années 90. Alors, cela a conduit à la bulle des valeurs technologiques et, on le sait, une correction qui s'en est suivie. Donc, nous constatons ces dernières années la très forte concentration de grandes entreprises technologiques qui ont un poids important dans le S&P 500. Mais comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans nos podcasts, ces grandes entreprises technologiques expliquent également pourquoi le marché boursier américain s'est si bien comporté au cours des dernières années et pourquoi il a fait beaucoup mieux que le reste du monde. Mais bien sûr, cela comporte un certain danger. Car comme on vient de le dire, des périodes de forte concentration expliquent en partie pourquoi le S&P 500 performe très bien, mais lorsque cette concentration commence à diminuer, nous voyons aussi que le S&P 500 performe moins bien.
Et cela nous amène à une nouvelle réflexion. Car ces dernières années, de nombreuses sources recommandent en général aux investisseurs passifs, c'est-à-dire les investisseurs en tracker, de choisir simplement un tracker MSCI World ou un tracker MSCI All Countries World et d'investir la majeure partie de leur argent dans un tel tracker diversifié mondialement et de ne rien faire d'autre. Alors, c'est vrai, nous pensons que ça reste une bonne stratégie, mais il est bon aussi de réfléchir de plus en plus à la situation où cette forte concentration des actions technologiques américaines prendrait fin. Dans ce cas, le S&P 500 pourrait donc être moins performant et par conséquent, un tracker global MSCI World ou un tracker MSCI All Countries pourrait également moins bien performer. Alors, une alternative serait donc de constituer un portefeuille en deux parties. D'une part, un tracker MSCI World classique ou un tracker MSCI All Countries World, et d'autre part, un tracker, ce que l'on appelle Equal Weight, c'est-à-dire équipondéré, où chaque action a le même poids dans le tracker. Ceci a l'avantage de protéger du risque que si ces grandes entreprises qui tirent les indices aujourd'hui vers le haut et qui ont un poids plus important, comme c'est le cas dans un tracker classique, que si elles performent moins bien, que cela ne conduise à des rendements inférieurs. Donc, nous pensons qu'à l'avenir, il pourrait être judicieux d'examiner les trackers, aussi bien sur le marché européen ou qui suivent le S&P 500 ou le MSCI World, mais qui ont une pondération égale pour chaque action au sein du tracker. Alors, actuellement, on pourrait dire que malgré tout, on peut toujours privilégier un peu plus les trackers pondérés sur la capitalisation par rapport à un tracker Equal Weight, donc équipondéré, car nous pensons en effet que nous nous trouvons toujours dans une période intéressante pour les grandes entreprises technologiques, mais personne ne peut prédire combien de temps cette domination de ces grandes entreprises technologiques va encore durer. Car oui, les valorisations sont élevées, mais pas excessives. Si nous les comparons à la période précédente de 2000, qui était là une période de folie technologique excessive, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il s'agit d'entreprises qui livrent des produits tangibles. Ce ne sont certainement pas des noms spéculatifs, comme il y en avait beaucoup dans les années 98, 99 et 2000. Donc voilà, le message de notre podcast de cette semaine, c'est de considérer si cela ne vaut pas la peine, outre un tracker MSCI World traditionnel ou un tracker MSCI All Countries World, de chercher une alternative avec un tracker Equal Weight, donc équipondéré, qui pourrait avoir de meilleures performances dans les 3 à 5 prochaines années si jamais la domination de ces grandes entreprises technologiques prenait fin. Car si ces entreprises technologiques importantes, que l'on nomme parfois les FANG ou les 7 magnifiques, les Magnificent Seven, si elles commencent à faiblir au cours des prochaines années, vous pourriez obtenir un rendement inférieur avec un tracker classique pondéré sur base de la capitalisation. Et dans ce cas, avoir un tracker équipondéré dans son portefeuille pourrait être une alternative pour obtenir un rendement plus élevé. Donc, diviser son portefeuille en 2 parties et, bien sûr, ajuster de temps en temps leurs poids respectifs en fonction, bien sûr, de la nouvelle réalité du marché. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.